Eh ben, bonjour à toutes et tous. Ravie de vous retrouver pour lancer la première table ronde de ces 2 jours d'échange. Évidemment, on regrette que Corinne Hirsch n'ait pas pu se joindre à nous, mais on pourra, j'espère, parler de ce qu'elle partage et sur quoi elle travaille au cours de cette table ronde. Euh, alors, l'intelligence artificielle est-elle un vieux mâle blanc misogyne? Quand j'ai lu cette question, la féministe que je suis, qui a conscientisé qu'on est dans un monde conçu par et pour des hommes, je me suis dit, bon, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de suspense à cette réponse. Mais on est dans une université féministe, on est là pour faire avancer notre réflexion et surtout grâce à nos expertes et Théma Saman qui est avec moi aujourd'hui, avoir des meilleurs outils pour appréhender le sujet. En début de semaine, j'ai vu une notification sur mon téléphone qui est apparue en disant le prix Nobel de physique est attribué à 2 spécialistes de l'intelligence artificielle. 2 hommes. Forcément, ça commençait bien. Et puis, j'ai commencé à me documenter. J'ai trouvé une définition sur le site de la CNIL qui dit l'intelligence artificielle, c'est tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, la créativité. Je me dis, bon, ça veut dire que tout le travail que je vais faire en amont, faire des recherches, etc., il va y avoir de l'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre dans mon travail. Alors, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est que j'ouvre mon navigateur Internet. Je ne vais pas à une bibliothèque pour chercher dans des bouquins, mais j'ouvre un navigateur Internet et je tape qu'est-ce que l'IA, qui c'est qui a inventé l'IA, depuis quand existe l'IA. Je vous le donne en mille. Il y a un certain nombre de retours que je vois, des articles, des vidéos, des interviews. J'ai pas eu beaucoup de femmes, hein. Des chefs d'entreprise, des avocats, des experts, des juristes, même des vulgarisateurs scientifiques pour expliquer. J'ai pas vu beaucoup, peu ou pas de femmes. Je me dis bon, ça commence bien. Et puis j'ai ouvert un document sur mon traitement de texte pour taper quelques notes. Et j'ai décidé d'écrire quelques mots féminins, vulgarisatrice scientifique, chef d'entreprise. Et là, qu'est-ce qu'a fait mon logiciel de traitement de texte? Il me les a soulignés. Non, il les a pas corrigés. Il me les a soulignés en me proposant l'alternative masculin, sans me proposer de l'ajouter au dictionnaire. Parce que je me suis dit, il ne connaît pas la version féminine, donc je vais lui ajouter, mais je n'avais même pas cette proposition. Bon, ben voilà, on est dans un monde par et pour les hommes. Et le dernier exemple que je veux vous partager avec vous parmi mes recherches, parce que de toute façon, l'IA Théma en parlera bien mieux que moi, je suis tombée sur un documentaire qui parlait d'une entreprise en Chine. Cette entreprise en Chine, elle avait décidé dans son fonctionnement d'intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et ils avaient décidé de créer un personnage virtuel qui fonctionnait par l'intelligence artificielle, qui serait en gros la personne responsable RH et qui aurait dans toute sa base de données toutes les données des salariés, les salaires, les diplômes, les progressions dans l'entreprise, etc., etc. Je vous le donne en mille, ce personnage virtuel, c'était celui d'une femme. Mais par contre, on nous rassurait en nous disant, mais il y a quand même de l'humain qui contrôle tout ça. Un directeur qui, lui, un être de sexe masculin, en chair et en os, qui lui touchait un salaire et des primes. Je pense que je me suis dit, ça démarre bien. En tout cas, il y a une prise de conscience que l'IA, on ne s'en rend pas compte. Mais en tout cas, même dans nos usages du numérique, il y a un sexisme auquel j'avais pas été, confrontée. Alors, ce qu'on sait de l'IA, ce qu'on en entend parler, ça revient beaucoup dans l'actualité. On entend parler de ChatGPT, de génération d'images ou de vidéos par intelligence artificielle. Mais évidemment, je crois que grâce à Théma, on sait que l'IA, ce n'est pas que ça. Donc, pour lui donner la parole, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que l'IA, en gros, pour qu'on ait une définition qui soit bien claire tout ici, parce que pour avoir échangé avec certaines d'entre vous, vous étiez là, moi, je suis pas sûre de ce que c'est. Voilà, on en entend parler. Comment est-ce que c'est présent dans nos vies? Quels sont les enjeux, peut-être les risques? Et puis, c'est aussi un outil. Donc, est-ce que ça peut être aussi un outil qu'on peut s'approprier pour améliorer nos vies?
Théma Saman, j'en dis 2 mots. Elle est avocate au barreau de Paris. Elle est présidente d'un réseau européen de femmes dans le leadership. Elle est aussi une des rares avocates à avoir comme client des entreprises du monde du numérique. Donc, Théma, si tu veux en dire plus sur toi, évidemment, tu complètes. Mais merci à toi d'être là. Oui, alors malheureusement, je ne suis pas une des rares avocates à avoir des entreprises du numérique, mais je suis une des rares cabinets d'avocats dirigés par des femmes qui ont une majeure numérique et technologique dans leur cabinet. Mais j'aimerais bien être la seule, mais non. Et juste pour que les choses soient claires, je crois que j'ai travaillé à peu près avec toutes les entreprises dont les noms vont vous faire hérisser le poil sur la peau. Les Microsoft, Google, Amazon sont passés par mon cabinet à un moment ou à un autre. C'est pour ça d'ailleurs que je maîtrise assez bien le sujet et que je peux du coup y naviguer. Et je vais essayer de vous donner le plus possible, de vous transmettre ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps et comment on contrôle cet outil. J'aime d'ailleurs assez bien l'allégorie qui n'est pas de moi, mais que j'ai repris presque en même temps. Enfin, si, en fait, je l'ai utilisé avant de voir qu'un économiste l'utilisait comme moi. L'intelligence artificielle comme le numérique, c'est comme des chevaux sauvages. Il faut apprendre à les dompter pour leur donner la bonne direction. Et c'est ça, et c'est pour ça que, attention aux allégories. C'est pas comme si on regardait la télé ou si on se servait d'un téléphone. Et encore que sur le téléphone, la question se pose. Quand vous êtes devant la télé, vous savez que vous êtes devant la télé, vous voyez des images, vous savez qu'elles ne sont pas, issues de la réalité, qu'elles sont trafiquées, organisées, structurées pour vous raconter une histoire. Quand vous prenez votre téléphone, a priori, vous avez quelqu'un en face de vous, enfin plutôt éloigné de vous, dans votre oreille, avec qui vous êtes en train de parler. Et normalement, vous savez qui c'est et vous savez de quoi vous êtes en train de parler. Quand on parle de numérique un peu plus profond, un peu plus sophistiqué, d'ailleurs on peut réutiliser l'image du téléphone, vous faites un certain nombre d'actes que vous savez faire pour avoir l'objectif que vous souhaitez avoir. Mais c'est juste un tout petit peu intéressant de savoir comment ça fonctionne pour comprendre dans quel contexte que vous êtes, quelle est l'information ou quel est le comportement qu'elle va impliquer chez vous, et si vous ne participez pas vous-même à quelque chose auquel vous ne souhaitez pas participer parce que vous avez donné des éléments qui vont entretenir et faire fonctionner l'ensemble du système. Et pour reprendre l'exemple du téléphone, demain, vous allez appeler quelqu'un, vous allez entendre une voix que vous reconnaissez, vous allez parler avec, et en fait, ce n'est pas du tout la personne que vous pensez être à l'autre côté du téléphone qui est en train de vous parler. Et vous pouvez très bien le détecter, à condition que vous soyez conscient qu'il y a ce risque-là. Donc, c'est ça qu'il faut bien arriver à comprendre. Alors, qu'est-ce que l'IA ? Alors, on appelle IA beaucoup de choses, et sur la question que tu t'es posée, auquel tu n'as pas répondu, ça existe depuis quand ? Eh ben, ça existe depuis longtemps, en fait. Ça existe avec les premiers ordinateurs, les premiers fonctionnements. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on parle d'IA, c'est comme M. Jourdain, quand il fait de la prose, il ne se rend pas compte, mais il en fait tout le temps. Vous l'utilisez déjà, toujours, mais avec des modèles et des systèmes qui sont très différents dans leur puissance et dans leur nature aussi. Donc pendant très longtemps, et d'ailleurs les premiers qui s'y sont fait piéger, c'est la Commission européenne. Quand la Commission européenne arrive avec son acte pour l'intelligence artificielle, elle parle de ce qu'on appelle plus traditionnellement du machine learning. C'est quoi le machine learning ? Eh ben, c'est des grands modèles de prévision avec le système du numérique qui va permettre d'améliorer, que la machine puisse vous donner des indications, soit que vous soyez obligé de retourner dans l'outil ou que vous soyez obligé de perdre du temps pour, par exemple, faire fonctionner une voiture, un frigo. Vous pouvez automatiser des choses. Voilà, c'est la machine apprend de ce qu'elle a enregistré et qui permettent d'aller à l'étape d'après beaucoup plus vite sans intervention humaine. Ce qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, alors déjà on va dire ce que l'IA n'est pas.
L'IA n'est pas le robot qui va conduire nos vies demain matin. Ou alors, on sera tous morts et depuis très longtemps, et nos enfants et nos arrière-petits-enfants aussi. Et rappelez-vous aussi une chose, l'intelligence artificielle, elle est bien plus bête que nous, hein. Et si on ne lui apprend pas, elle ne sait pas. Donc, ça n'est pas ça. Ce qui a fait beaucoup de bruit avec l'émergence de ChatGPT en novembre 2022, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Alors, on l'appelle de plein de manières. On va appeler ça soit l'IA générative, soit l'IA à usage général, comme l'appellent les institutions européennes. C'est une nouveauté par rapport à l'utilisation de l'IA qui permet de générer du contenu dans ces différentes formes, c'est-à-dire de l'écrit, de la parole ou de l'image. Et elle est capable de le faire. ChatGPT, par exemple, est capable de vous mettre en face des bots de discussion où vous avez l'impression de parler avec quelqu'un d'humain qui va répondre avec un certain nombre de réponses. Et c'est ça qui a commencé à faire peur parce qu'on a pensé que ça allait remplacer les humains. Donc c'est de ça qu'on va certainement plus parler aujourd'hui que du reste. Alors juste quand même, pour continuer un peu dans l'angoisse avant de revenir sur le côté comment on fait, comment on dompte le cheval sauvage, ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. À titre de comparaison, TikTok a mis 9 mois pour obtenir le même nombre d'utilisateurs. Et donc mon message à vous, et d'ailleurs pour reprendre un peu les interventions précédentes, là, et la raison pour laquelle on peut penser que c'est un... Alors j'ai une mauvaise nouvelle, hein, c'est pas un vieux mâle blanc misogyne, c'est un mâle tout court, blanc, coloré, jeune, vieux. Pourquoi? Mais parce qu'elle s'appuie sur des données qui sont des données de la société en général, et elle s'appuie, c'est la différence avec le machine learning et l'intelligence artificielle précédente, ce sont des données non qualifiées. C'est tout ce que la machine a pu arriver à attraper dans l'IA générative et à usage général, dans son principe. Après, on reviendra pour savoir comment on les contrôle, mais c'est du coup, si vous avez des données qualifiées parce que vous les avez traitées, vous avez réfléchi dessus, elle appartient à quelqu'un qui en a bloqué l'accès, elles ne sont pas forcément accessibles par la machine. Les données de ChatGPT, c'est presque 200 000 fois l'ensemble des données de l'ensemble de la série du Seigneur des Anneaux. C'est des millions, des milliards de données non qualifiées que la machine a attrapées comme elle pouvait et qui lui ont permis d'être, en fait, quelque chose d'assez simple, un modèle de statistique extrêmement performant qui, quand vous lui posez une question, quand vous cherchez quelque chose, va vous donner la réponse statistiquement la plus sûre. Et dans beaucoup de cas, ça va être la bonne réponse ou vous donner l'impression que c'est la bonne réponse. Et pourquoi il y a un risque d'entretenir, alors je voudrais être assez précise là-dessus, ça entretient une situation de misogynie. Ça ne la crée pas, parce qu'elle n'invente rien, elle ne fait que attraper ce qui existe déjà. Et je vais commencer avec ma première bonne nouvelle. Comme c'est une machine, elle est contrôlable et on peut lui donner des ordres et on peut l'obliger à rentrer, à corriger et à faire un certain nombre de choses. Mais là encore, c'est l'humain qui va le faire. Donc l'humain qui va le faire va en Occident, en France, en Europe, corriger sur des valeurs, des principes et des règles qui vont être différentes de ce qu'on va trouver ailleurs. Donc c'est à nouveau bien la bataille des valeurs et la pression politique qui va être plus importante que le reste. Et pourquoi, Yasmina, sur ce que tu disais, pourquoi on voit des hommes toujours en train de présenter ces sujets-là, et là, on n'est plus dans l'intelligence artificielle parce qu'on est exactement dans le même croche-pied, dans le même fondamental qu'on est dans le reste, c'est que si les femmes n'y sont pas, elles ne sont pas montrables. Et quand les femmes y sont, elles ne se montrent pas. Donc il y a 2 étapes probablement à travailler. C'est d'une part, je rappelle, les écoles d'ingénieurs, entre 15 et 20% de femmes. Donc quand on demande dans les chercheuses scientifiques, la proportion doit être à peu près équivalente. Et même lorsqu'on a des femmes extrêmement éduquées, si les femmes sont plus diplômées de l'enseignement supérieur que les hommes, 1 an et demi après leur entrée dans la vie professionnelle, elles sont déjà derrière.
Et je me permets, là, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en général, les femmes réussissent par l'académique et elles suivent les règles et, et celles qui sont les meilleures sont ultra performantes dans les règles. Elles ont oublié de se bastonner dans la cour de récréation. Et quand elles rentrent dans le monde professionnel, c'est 20% d'expertise et 70% d'affrontement avec l'autre. Et elles ne savent plus faire. Donc si on veut des femmes dans ce qui va être, dans ce qui est déjà, dans ce qui est depuis 30 ans, un des éléments de pouvoir de nos sociétés, c'est-à-dire le numérique, eh ben, il faut aller apprendre à se bastonner dans la cour de récréation comme il faut. On n'est pas obligé de devenir un sale con en train de donner des coups-pieds à tout le monde, mais il faut savoir bien identifier celui qui veut vous le faire et ne pas lui laisser prendre la place quand on a besoin de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut arrêter avec les stéréotypes. Sur les filles ne vont pas faire des maths parce que c'est conceptuel, parce que le numérique, c'est des maths. Hein. Parce que c'est conceptuel et que les filles sont plus altruistes, plus dans la vie réelle, etc. Ça n'est pas vrai. C'est une construction sociale sur laquelle il faut travailler. Je m'arrête là parce que de toute façon, pour revenir à la maternelle, on n'y est pas après. On va plutôt s'intéresser à ce qui va se passer demain. Donc l'IA, c'est quoi ? L'IA, c'est la phase ultime ou la phase actuelle de ce qu'est le numérique. Tous les 2, 3, 4 ans, vous avez, non, j'exagère, allez, tous les 5 ans, 10 ans, vous avez la nouvelle technologie à la mode. Le nouveau truc qui révolutionne et qui est toujours basé sur la même chose. Et c'est important de l'intégrer parce que comme ça, vous voyez bien où sont les endroits où on peut agir. Le numérique, c'est de la puissance de calcul, des algorithmes et des données. Donc, tout l'informatique, ce qu'on a appelé l'informatique, puis les systèmes d'information, vous avez dû entendre le logiciel, puis après vous avez entendu parler de big data, vous avez entendu parler de cloud, vous avez entendu parler après d'intelligence artificielle, d'internet des objets. On ne parle que de la même chose, de la puissance de calcul, d'algorithmes et de données. Alors, la puissance de calcul, tout le monde voit bien ce que c'est, j'imagine. Et l'intelligence artificielle, c'est une puissance de calcul démultipliée avec les progrès technologiques. Je m'interromps là ? Non, c'est que j'ai vu des grimaces sur la puissance de calcul. Non, pas de souci. Vas-y, vas-y. En fait, alors pour reprendre une discussion que je viens d'avoir avec Laurence en prenant un café tout à l'heure, elle dit, moi je suis mon téléphone, mais je ne sais pas comment j'arrive à avoir la voix qui me permet d'entendre ce qu'il y a dans le téléphone. La puissance de calcul permet à des réseaux de différentes formes et sur différentes technologies. Alors moi, je suis juriste. Hein, je vous rappelle que je suis comme beaucoup, j'ai fait du droit parce que j'étais mauvaise en maths. Donc n'allez pas trop me chercher sur les définitions des technologies. Je vais vite m'arrêter. Mais c'est les réseaux sous différentes formes, avec le réseau avec de la physique. Donc c'est dommage qu'on ait raté les cours de physique. Hein. La physique qui permet d'avoir des ondes qui transmettent des données. Et les technologies qui ont permis d'aller plus vite sont l'accélération de la vitesse des puces, la fibre, les câbles sous-marins. Tout ça, ça vous dit quelque chose ? Tout ça a été augmenté en puissance, ont été démultipliés sur la manière de faire transiter une donnée d'un point à un autre. Voilà, ça, c'est la vitesse de calcul et l'importance d'aller et les évolutions qui ont permis qu'elles aillent beaucoup plus vite. Les données, j'imagine que tout le monde voit à peu près ce que c'est. En fait, et l'intelligence artificielle est basée sur des datasets qui sont faits par des professionnels qui vont les construire et qui vont être clés dans notre histoire parce que c'est probablement le premier élément sur lequel qu'il faut regarder sur la composition de ces datasets. Donc de ces milliards de données informatisées, numérisées, sur lesquelles l'intelligence artificielle va s'entraîner et qui vont lui permettre d'alimenter son contenu et de véhiculer ensuite un certain nombre de réponses. L'algorithme, à nouveau, ce sont des équations mathématiques. Ce sont des équations mathématiques de plus en plus sophistiquées et qui vont permettre de donner des ordres à ces données pour qu'elles puissent se construire et se structurer pour pouvoir donner une réponse. Alors, moi, j'essaye de faire ce que mon père faisait avec moi. Comme j'étais nulle à chier en maths, il m'expliquait avec des mots comme ça pour bien montrer comment ça fonctionne. Comme dans votre cerveau, en fait. Vous avez plein de données dans votre cerveau, vous avez beaucoup de choses que vous avez enregistrées, et puis il y a quelque chose dans votre cerveau qui décide
qu'il va choisir ces données-là et qu'il va les construire ensemble pour vous permettre de parler et d'exprimer des choses. Ben, c'est la même chose. L'algorithme, c'est ça. Et c'est ça aussi qui va être un élément clé pour pouvoir contrôler ce que va être demain le résultat que va vous donner l'intelligence artificielle. Je voudrais revenir sur les différents acteurs pour que vous sachiez à quel moment il faut, puisque oui, ça allait être ma question suivante. Comment est-ce qu'on agit? C'est où il faut agir et à quel moment il faut agir. Vous avez d'abord une couche de ce qu'on appelle le hardware. Alors ça, vous pouvez l'oublier. Alors vous pouvez l'oublier dans votre interaction, sauf si vous êtes ingénieur ou chercheur, parce que ça, c'est très important. Mais c'est effectivement la machine, c'est les puces. C'est d'ailleurs un des éléments qui a permis l'explosion de l'IA générative. Pour celles qui sont joueuses sur les jeux vidéo, c'est les cartes NVIDIA qui servaient aux jeux vidéo, qui sont devenues les supports fondamentaux de ce qui a permis, parce qu'ils étaient déjà des cartes qui pouvaient intégrer du contenu parlé, images, écrit, qui se sont démultipliées et qui est d'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est pas inintéressant pour celles qui s'intéressent à l'économie, à la problématique de la concurrence. NVIDIA et Intel sont NVIDIA surtout, Intel avec sa puissance financière est en train d'essayer de les concurrencer, sont les seuls à pouvoir fournir ces cartes qui ont été préachetées par les grands acteurs du numérique que sont Microsoft et Google aujourd'hui, et qui du coup assèchent le marché sur les autres acteurs de l'intelligence artificielle. Donc, pour les non-ingénieurs et les non-entrepreneurs, ce n'est pas vraiment votre problème, mais c'est quand même le sujet de la couche basse qui fait qu'un certain nombre d'entreprises, et notamment l'Europe, est bien loin derrière une partie asiatique et une partie américaine sur le sujet. La deuxième couche, c'est la couche cloud, qui est en fait la couche logicielle. C'est le support physique. Ensuite, vous avez le... Oui, merci. Vous avez le support numérique, donc le support logiciel, dans la partie infrastructure. Et donc, vous avez le cloud. Si vous en avez entendu parler, c'est la partie cloud qui va permettre de pouvoir organiser l'entraînement des données et qui vont être les éléments essentiels, qui coûtent aussi... Il n'y en a pas beaucoup. On n'a jamais été capable d'avoir des vrais clouds européens. C'est un des sujets qui nous est posé aujourd'hui. Et qui vont être donnés. Les grands clouds qu'on connaît sont Google, Microsoft, Amazon et quelques autres qui vont donner ces infrastructures sans âme, sans principe, mais avec des puissances d'organisation et de faire fonctionner le reste du système extrêmement important. Et là, on va commencer à rentrer dans la partie qui vous intéresse. La couche d'au-dessus va garder ces acteurs-là, ces grandes infrastructures du cloud, pour commencer à rentrer dans les plateformes et les applis. Et là, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, mais parce que c'est l'élément qui peut être confusionnant et sur lequel on fait exprès de vous induire en confusion. Donc, je pense que c'est important de bien le comprendre. On va avoir ceux qui vont commencer à construire des systèmes qui vont être vendus aux autres, qu'on va appeler les systèmes d'IA. Quand on vous parle de système, c'est cette couche-là. La couche qui va organiser la prestation, qui va permettre de construire ce que vous allez pouvoir utiliser dans votre téléphone, je veux faire une plateforme pour aller chercher une pièce de théâtre, je veux pouvoir gérer mes collaborateurs à distance, je veux pouvoir chercher des talents. Tout ça va se faire dans cette couche intermédiaire qui va être à la fois l'infrastructure et d'autres acteurs. Vous avez sans doute entendu parler, parce que nous avons un champion français, pour autant qu'il faille définir la nationalité, puisque ces fonds ne sont pas vraiment très français, ces investisseurs ne sont pas très français, qui est Mistral. Un Mistral, un Coher, l'allemand Alep Alpha, viennent sur cette couche-là. Ils s'appellent encore système d'IA. Ils veulent s'appeler système d'IA. Pourquoi ? Parce que c'est probablement là où c'est pas là qu'il y a le plus de responsabilités, le plus de risques en tant qu'entreprise. Mais ils commencent avec les Google, Amazon, etc., à construire quelque chose qui va être mis à disposition de déployeurs. Et j'utilise le mot déployeur, mais dans les textes européens, on appelle ça des utilisateurs, pour pas faire la confusion entre l'utilisateur qui est vous et moi, et ces utilisateurs qui sont en fait les entités, personnes morales, qui vont prendre ces systèmes et ces modèles
pour pouvoir les construire pour qu'ils leur servent à quelque chose. Donc, Orange ne va pas déployer la même chose que Schneider Electric ou ArcelorMittal parce que ça ne va pas être les mêmes besoins. Et ça y est, c'est bon. Ce que je suis en train de nous dire, c'est que nous, il y a tout un système derrière qui est organisé de gestion des données depuis les supports physiques, depuis les différentes couches dont tu nous as parlé, qui en fait complexifie la chose et c'est encore un petit peu plus compliqué d'agir dessus. Qu'est-ce qu'il faut retenir et comment est-ce que ça impacte les femmes et comment est-ce parce que la question c'est ça, c'est on a une université féministe et on se pose toujours la question, c'est comment est-ce que l'IA peut être un outil pour l'égalité. Comment est-ce qu'on peut agir pour un peu modifier ce biais sexiste dans toutes les applications et le monde numérique qu'on utilise? Alors, c'est là en fait, c'est cette partie-là qui va commencer à vous intéresser. C'est les différents fournisseurs et les différentes entités qui vont commencer à construire des modèles qui sont des modèles basés sur l'infrastructure dans laquelle ils vont injecter leurs données pour en faire un outil qui va être utilisé par des gens à des objectifs très spécifiques. Pourquoi aujourd'hui c'est une problématique pour les femmes? Parce qu'elles s'entraînent sur des données qui sont des données qui peuvent être soit biaisées, soit des hallucinations. Alors je vais juste faire la différence entre les deux. Le biais, c'est donné au niveau des... Pourquoi les biais? Parce que vous pouvez avoir des données qui sont à nouveau, comme je disais, dans l'IA générative ou à usage général, si on ne les contrôle pas, c'est des données qu'on prend tout et n'importe où. Et c'est la deuxième bonne nouvelle, il n'y a pas de système d'IA qui ne soit pas corrigé par des êtres humains. Ça n'existe pas en fait. Ça n'est pas possible et ça serait y compris une infraction, soit aurait des conséquences civiles et commerciales, parce que ça veut dire qu'on donne des choses pourries aux gens, ou à vos clients qui vous payent, soit que vous pouvez avoir des conséquences pour lesquelles il va trouver des responsables. Donc, ces systèmes d'IA qui sont arrivés avec des sets de données qui peuvent être biaisés parce que vous pouvez avoir des sous-représentations, vous pouvez avoir des données fausses, vous pouvez avoir toute une série d'éléments de ce type, vont devoir être corrigés, sont corrigés à l'intérieur des systèmes qui ont tous des systèmes pour le faire. Vous êtes aussi, alors je ne vais pas vous coller la responsabilité, mais quand vous interrogez un système d'IA, vous l'interrogez et vous l'utilisez, vous allez le fournir en données aussi. Ou vous allez lui poser des questions qui ne sont pas forcément les questions qu'elles sont. En fait, la troisième bonne nouvelle pour les femmes aujourd'hui, c'est que la période des développeurs est quasiment terminée parce que l'IA remplace les développeurs, les codeurs. Ça va beaucoup plus vite pour pouvoir le faire, à part une aristocratie des codeurs, des génies en maths, dont, la quatrième bonne nouvelle, nous en avons à peu près 50% en France. C'est Normal Sup, Centrale, Polytechnique, un petit peu moins, sont les talents qui sont demandés dans l'ensemble du monde. Mais ceux-là resteront, les autres, ils perdent leur boulot, où ils vont avoir besoin de se reconvertir. Et c'est l'arrivée des littéraires, parce qu'il faut maîtriser la langue. Il faut maîtriser la question qu'on pose, et il faut savoir... Comment ? Alors, pour venir d'une famille d'ingénieurs, je vous confirme que ce n'est pas là où ils sont le meilleur. Mais c'est pareil, il y a des littéraires qui sont bons en maths. C'est pas la masse. Statistiquement, l'intelligence artificielle, si vous lui posez la question, va vous dire ouais, non. Il y a des exceptions, absolument. C'est surtout les linguistes qui vont être privilégiés pour arriver à une fois que vous avez la machine et le système, pouvoir lui donner les bons éléments. Et là, c'est l'algorithme. Lui donner les bons éléments qui vont pouvoir permettre d'arriver pour pouvoir corriger, pour avoir le bon système. Parce que l'IA va être nourrie de données de base. Elle peut être biaisée par les données de base. Elle peut être biaisée par l'algorithme lié à l'histoire.
Donc, il n'y a pas de biais, mais simplement, si on dit trouvez-moi, je sais que vous êtes sensible au sujet, trouvez-moi des gens qui sont capables de diriger une entreprise dans le ferroviaire, elle va vous faire remonter des noms d'hommes, parce que historiquement, c'est ça qu'elle va arriver à trouver. Statistiquement, c'est ce qu'elle va arriver à trouver. Et puis, vous aviez les biais de confirmation, et ça, c'est nous. C'est-à-dire que quand on pose la question, quand on envoie nos messages, quand on interroge et quand on répond, elle va venir nourrir la machine, et donc elle va continuer à venir entretenir nos propres biais ou la manière dont on l'a posé. Et là, c'est là où les anciens bons en littérature et très bons en linguistique vont devoir beaucoup travailler pour pouvoir poser la question et nourrir la machine avec d'autres éléments, même si ce n'est pas le cas. Et puis, il y a les biais de représentativité qui reviennent un peu aux biais historiques et qui posent une problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre-là? Que font la plupart des structures dans ce cadre-là? Elles commencent par identifier d'où viennent les biais pour pouvoir ensuite les corriger. Parce que vous avez toute une série de fausses bonnes questions ou de fausses bonnes solutions. Ça, c'est un grand courant. Et c'est pour ça que c'est important de maîtriser un peu d'où ça vient, pour au moins savoir se poser les bonnes questions. Donc, et elles peuvent changer la représentation de manière artificielle, justement pour corriger un certain nombre de valeurs. Vous avez, c'est ce que je disais en introduction, si vous avez des règles qui vous interdisent des discriminations, comme c'est le cas dans les traités européens, les personnes qui ne corrigent pas des biais discriminatoires sont en fait soumis à la problématique de discrimination comme le serait une personne normale. Après, si j'ai 2 minutes, je reviendrai un peu sur les textes et sur l'encadrement réglementaire qui cherche justement à identifier tout ça. Et donc, une fois que vous avez votre modèle, vous allez essayer de le rééquilibrer pour pouvoir le faire fonctionner. Et quasiment tous les grands des modèles d'IA vont chercher à corriger avec leur propre modèle de valeur. Et laissez-moi vous donner quelques exemples. Google aura tendance à être au-delà de la réalité dans ses recherches. Et quand on lui a demandé, par exemple, des images de soldats allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait remonter une image de soldats allemands noirs, qui objectivement n'existe pas, parce qu'ils l'ont surcorrigée par rapport au modèle et au système. Donc là aussi, c'est à nouveau, l'IA, c'est une évolution permanente. C'est pour ça que c'est important de le regarder, parce qu'au lieu de dire c'est horrible, de se dire pourquoi ça a merdé, et du coup, où j'interviens pour vous dire est-ce que vous pourriez, merci de bien vouloir corriger. OpenAI avait des biais plutôt sexistes sur lesquels ils se font cogner. Mistral, ils vont beaucoup, moi je crois beaucoup qu'on va traverser une période difficile, mais qu'à la fin, si on arrive à bien l'encadrer et à bien faire pression, moi je crois beaucoup à la pression politique. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, par exemple, Corinne suggérait que les modèles IA dans les recherches de talent fassent remonter 50-50 de profils hommes-femmes, comme elle n'est pas là, je dis à sa place. Oui. Il dit voilà une bonne idée. Pas comme ça qu'il faut faire, parce que c'est l'humain qui décide, c'est faire, parce que bon courage pour aller chercher des femmes chauffeurs routiers à 50-50, mais bien que celui qui est en train de faire sa chasse soit obligé d'aller chercher des femmes, parce que c'est la pression de l'entreprise qui l'oblige à le faire. Donc c'est à nouveau l'humain qui va donner l'ordre à la machine et qui va l'utiliser comme elle va pouvoir le faire. Et moi, je crois beaucoup qu'au fur et à mesure, on va surtout avoir des applis spécifiques et qu'on va revenir à des données très qualifiées et très corrigées, pour autant qu'on arrive à avancer sur le système. Et donc, sur la réglementation, j'ai encore un peu de temps ou pas? Ah, d'accord. Sur la réglementation, on a un texte qui s'appelle l'Acte pour l'intelligence artificielle qui vient d'être adopté au niveau européen, qui est une approche par les risques, et donc avec des obligations et pour les systèmes d'IA et pour les déployeurs, donc pas que pour les systèmes, y compris pour les déployeurs, en fonction du risque qui est posé de manière sociétale, en allant sur l'IA interdite, sur tout ce qui est discrimination, lecture des émotions, surveillance. Alors
identification en temps réel de personnes. Alors ça, c'est juste en train d'exploser après les Jeux Olympiques, la France étant d'ailleurs tête de liste sur les exceptions qu'elles ont réussi à faire valoir. Du haut risque, par exemple, dans mon domaine, le droit est considéré comme un domaine à haut risque et dont les systèmes et les déployeurs vont avoir des obligations en termes de transparence, de suivi, de documentation plus importantes que l'IA à risque faible ou sans risque, sauf pour l'IA générative qui ont des obligations de transparence et de documentation à tous les étages. Parce que la France a réussi à avoir une exception sur la reconnaissance en temps réel de personnes dans les manifestations. Et que là, ils viennent juste d'annoncer que le pilote va être complété et continuer. Donc l'IA interdite n'est pas interdite en fait. Elle a tellement d'exceptions à la française. Hein. J'interdis, puis après, je fais plein d'exceptions. Il y a plein de questions. Alors peut-être je finis pour dire, donc, on a ça et on a 2 textes, un adopté et un en cours, sur la responsabilité spécifique qui change pour les juristes parmi vous, qui change la règle, qui est que normalement la personne qui invoque une faute en responsabilité pour être compensée doit pouvoir faire la preuve de cette faute. Dans l'IA, les textes inversent la donne, puisque si les systèmes et les déployeurs ne sont pas capables, ne donnent pas les éléments qui permettent de vérifier ce qu'elles sont en train de faire, elles sont réputées fautives, de manière à éviter que ce soit des textes qui ne servent à rien. Eh ben, avec tout ça, je pense qu'il y a plein de leviers d'action. Oui, on a. Parce que, oui. Alors, il nous reste 15 minutes. Donc, l'idée, c'est d'avoir des questions dans la salle. Merci beaucoup, Théma. Oui, je vous ai vu, personne n'oubliera. Juste une petite consigne. Essayez de commencer par vous présenter et on essaie de faire en sorte que chacune soit le plus bref possible et plus synthétique pour. Il marche. Alors, qui c'est ? Je vois qu'il y en a un. Comme dit Laurence, la parole à un mec pour commencer, excusez-moi. J'ai honte. Donc pour éviter d'être vraiment un mec, je vais essayer d'aller très très vite. Je suis donc sénateur, je suis membre de la CNIL, je ne répète pas ce que j'entends devant moi. Je suis membre de la CNIL et du comité d'évaluation de la vidéosurveillance algorithmique qui a été déployé pour les JO. Donc c'est un sujet que je connaissais un petit peu. Juste pour vous dire, une bonne nouvelle, c'est qu'une des meilleures connaisseuses du sujet, connaisseur, je ne sais pas comment vous dites, mais enfin, en tout cas c'est une femme, Caroline Lequesne, qui est professeure de droit à l'université de Nice et qui, sur tous les sujets dont je voulais parler très vite, est vraiment une experte, notamment sur les questions de reconnaissance faciale. Est-ce que l'intelligence artificielle est un vieux mâle blanc ? Elle n'est sans doute que ce qu'on lui donne à manger. Avec le deep learning, l'apprentissage et les données d'apprentissage. Et ce qu'on lui donne à manger, c'est une société qui est déjà inégalitaire et biaisée. Le problème, c'est que ce qu'elle en fait, c'est encore plus biaisé. Et pourquoi je dis ça ? Parce que Caroline Lequesne, que je lis beaucoup, vient de publier un tweet sur un document une étude du Washington Post qui montre que sur la reconnaissance faciale aux États-Unis, toutes les craintes qu'on avait sur les discriminations de genre et raciales sont fondées et elles se prouvent au quotidien, notamment dans les commissariats. Donc voilà, le sujet de l'apprentissage est un sujet central parce qu'il y a des pressions industrielles et il y a aussi des pressions parfois politiques, VSA, vidéosurveillance algorithmique pour les JO. Et sur les pressions industrielles, il y a aussi de la flibusterie. Je termine par là. Il y a une entreprise américaine qui s'appelle Clearview AI, qui pompe les données à grande échelle et qui a pompé déjà 32 milliards de photos. Et après, c'est à partir de ces données qu'on fait tourner des babas et des outils qui sont utilisés dans les commissariats et qui montrent que les Noirs ou les femmes noires ou les hommes noirs sont plus coupables que les autres. Merci beaucoup. Il y a Agnès qui est là. Oui, non, mais j'ai vu les mains se lever. Bonjour, oui, Agnès Seton. Moi, merci Théma, c'était très intéressant.
je suis là. Et j'ai bien entendu ce que tu disais, c'est-à-dire que ce qui est rassurant, c'est que voilà, l'IA, ça n'invente rien, ça entretient. Mais déjà, ça, c'est embêtant. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce qu'on sait, nous, ici, c'est que le domaine de l'informatique, du numérique, et tu l'as rappelé, les écoles d'ingénieurs, c'est moins de 15% de femmes. Moi, je trouve que c'est le nœud du problème. Comme tu dis, c'est des données, c'est des datas, c'est les mecs qui contrôlent, en gros, tout ce qui est l'informatique. Et moi, j'ai appris récemment, parce que mes enfants sont très grands, j'ai plus personne au lycée, mais que la dernière réforme du lycée, ça aggrave encore les choses. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre que maintenant les maths c'était plus ou moins en option, et on avait réussi quand même à énormément progresser sur le nombre de filles dans les bacs. C'est passé de 44 à 17%. Voilà. Et moi, ça, je trouve ça absolument dramatique. Et du coup, je suis pas si rassurée que ça, du coup, parce que je me dis, on recule encore dans notre rôle et un peu notre contrôle de ce qui se passe dans tous ces domaines s'il y a de moins en moins de filles qui choisissent les filières scientifiques, quoi. Voilà, c'était ma réflexion. Merci. Ah oui, voilà, madame. Bonjour, Bernadette Van Dendrich des Côtes d'Armor, militante féministe. Merci pour votre intervention. Et je voulais juste savoir, est-ce que ce qu'on appelle le libre peut jouer un rôle là-dedans, ou est-ce que c'est pin-up et que ça compte pas du tout et que ça sert à rien, quoi? Logiciel libre, tu peux répondre tout de suite si tu veux. Le libre, c'est beaucoup de personnes civiles, informaticiennes, qui essayent de sortir des systèmes manipulés par Google, et qui travaillent et qui partagent gratuitement. Alors, c'est pas toujours gratuit, mais qui partagent, qui créent des logiciels, des outils, des moteurs de recherche comme Ubuntu. Enfin, je suis pas spécialiste, je vais pas faire une définition. Mais disons que c'est toute une population civile qui se bat pour que l'informatique appartienne à tout le monde, quoi. Vas-y, tu veux répondre, Théma? Oui, je vais peut-être prendre. J'ai vu. Ou tu veux qu'on prenne une autre question, comme tu veux. J'en ai déjà pas mal, et après la conclusion, parce que sinon on va pas s'en sortir en termes d'horaire. Peut-être répondre déjà à celle-là rapidement. Comme tu veux, comme tu veux. Parce qu'en plus, il n'y a pas vraiment de. Deux premières interventions étaient moins des questions que des prises de position. Alors j'en profite, message personnel pour le commissaire de la CNIL. Il faudrait qu'on parle parce que vraiment la CNIL ne comprend rien. Et donc il faut savoir gérer la problématique de la gestion des données. L'intelligence artificielle, c'est là. C'est pas la peine de penser qu'elle n'arrivera pas. La bloquer de tous les côtés n'est que donner le pouvoir à d'autres. Et il faut bien entendu protéger les données personnelles, mais il faut les protéger comme le RGPD nous a demandé de le faire et comme l'IA Act essaye de le faire. C'est dans une approche par les risques. Tout n'est pas dans tout et inversement. Et il faut pouvoir regarder comment on peut le protéger de la meilleure manière possible. Et j'en profite pour dire que la problématique des données n'est pas seulement une problématique de données personnelles, c'est comment dans la construction de la valeur, dans laquelle il y a beaucoup de données, on organise ce partage de la valeur. Là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une baston entre les ayants droit, ceux qui ont fait émerger des données. Et je profite pour saluer mon camarade Luc Bello, qui était à l'origine, quand il était député, de la loi sur l'open data. On ne sera jamais au niveau en numérique si on ne met pas en œuvre ce qu'on a nous-mêmes adopté, qui est le partage de la donnée, l'organisation du partage de la donnée qui permettra le partage de la valeur et qui évitera qu'on soit bloqué. On est en retard sur les algorithmes, on est moyen sur la vitesse de calcul, on a plein de données en Europe. C'est ça qu'il faut libérer, tout en les encadrant. Mais si on a, dès le départ, les deux pieds sur le frein en disant « Ah ben non, on ne va pas y arriver ». Donc, sur le côté, pour les experts, j'en profite. Sur la formation des filles, mais je crois qu'on est certainement arrivé à une espèce d'acmé et qu'on est bloqué là à un niveau où on va surtout se battre pour défendre les acquis. Et oui, on a une régression sur les problématiques d'accès à la formation scientifique, mathématiques, ce qu'on appelle les STEM. Je rappelle qu'on a un problème plus grave que les filles, c'est que même les garçons n'y vont plus. Donc il faut revaloriser ces formations-là, même si à nouveau, dans l'intelligence artificielle, on a les talents en France. Il faut juste qu'ils y restent et que ça va être la gloire des linguistes. Et la gloire des linguistes, et notamment en anglais, parce qu'il va falloir tout retraduire et tout recorriger. Donc ça, on va pouvoir le faire rapidement. Oui, après, je vais terminer. Sur le rôle du libre. Alors, le libre dans le logiciel ne s'entend pas du tout de la même manière que dans l'intelligence artificielle. Il ne signifie pas la même chose.
Alors le monde du logiciel libre n'était pas plus féministe que le monde du logiciel commercial, mais alors pas du tout. Et d'ailleurs, c'est même plus tellement une question maintenant, puisqu'il y en a un qui était collaboratif, protégé par un certain niveau une certaine forme de propriété intellectuelle versus les autres. Et donc, du coup, ça se prête pas là. Le libre dans l'intelligence artificielle est identifié, enfin, on appelle ça code ouvert plutôt, est identifié par l'IA Act comme un des éléments qui, en fait, ça va être la manière de donner de la documentation, puisque normalement, c'est ouvert et qu'on peut y avoir accès. Là aussi, attention à la fausse bonne idée. Plus c'est ouvert et plus il y a des gens qui peuvent les modifier, et plus ça peut être dangereux. Parce qu'en fait, c'est pas contrôlé. Donc, si on le fait, il ne faut pas dire non. Il n'y a pas de non, en fait. C'est pas du si, c'est du comment. Comment on organise le contrôle des gens qui viennent intervenir, parce qu'à nouveau, c'est des gens avec leur propre biais ou leur propre agenda. Voilà, j'ai fini sur ce point. Alors, j'ai deux prises de parole. Donc, Ghislaine là-haut et une dame en bas. Et ensuite, on arrête pour les prises de parole. Théma est là jusqu'à demain. Donc, si vous avez encore des questions à lui poser, elle sera à tous les moments. Voilà. Ou pendant, autour d'un café avec une coupe de champagne, ce sera plus facile d'échanger. Toutes les circonstances bonnes. Vas-y, Ghislaine. Bonjour, Ghislaine Salma. Alors, moi, je travaille dans la data. Ça fait 30 ans que je travaille dans la data. J'ai monté mon entreprise. Et je voulais donner un petit peu de lueur d'espoir à Agnès sur le sujet, parce que nous sommes peu nombreuses effectivement à travailler dessus. Je crois que sur l'ensemble des ingénieurs en France, nous sommes à peu près 20% de femmes, et sur celles qui travaillent dans la data, je crois que c'est 10% des personnes et qui sont chefs d'entreprise en plus dans la data qui sont des femmes, et la moitié en fait arrête parce que c'est un job où il y a beaucoup d'hommes et l'environnement n'est pas très soror, on va dire. Simplement, en fait, il y a des associations qui se montent actuellement. Il y a une association à laquelle je fais partie, Time, qui organise des mentorats auprès des jeunes collégiennes. Donc là, tous les ans, il y a à peu près 15 000 collégiennes auprès desquelles on présente les métiers en fait de la donnée, les métiers des sciences, des maths, etc. Et on essaye de les encourager en leur disant c'est pas réservé aux hommes, vous êtes très bonne en maths lorsque vous êtes au collège et lorsque vous continuez dans les maths. Et donc voilà, je voulais dire que on en a toutes et tous conscience pour essayer d'encourager en fait les jeunes filles à aller vers les maths. Mais c'est très très difficile parce que lorsqu'on est avec des jeunes filles en quatrième par exemple et qu'on leur demande ce qu'elles veulent faire infirmière, elles veulent faire agricultrice comme leurs parents, elles veulent faire. Alors il y en a quelques-unes, il y en a une qui m'a dit qu'elle voulait être médecin, mais sinon effectivement elles ne savent pas quoi faire et c'est très compliqué alors que les garçons savent beaucoup plus ce qu'ils veulent faire. Donc c'est surtout là-dessus, je pense qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Un petit clin d'œil à Capital Phi. Laurence Beldowski n'est pas là, mais qui fait tout un travail de mentorat et d'ouvrir le champ des possibles aux jeunes filles. Donc la dernière intervention, allez-y. Je vais faire vite parce que c'est plus un point de vue. Moi, j'ai constaté que l'explosion du numérique et de l'intelligence artificielle a amené en effet à certaines choses assez graves, comme par exemple, il me semble que la CAF a été épinglée l'année dernière parce qu'elle a programmé un système de gestion du risque vis-à-vis des pensionnés de la CAF, qui était lui-même programmé avec des préjugés qui ont pénalisé en particulier les femmes et les femmes d'origine dite étrangère. Je constate aussi que des grandes entreprises françaises de services ou des organisations de services comme Pôle emploi ou la SNCF privilégient aujourd'hui les solutions numériques par rapport à la relation humaine dans le contact de leurs utilisatrices et utilisateurs, et que ça pénalise les plus fragiles, qui n'ont pas forcément ces accès au numérique, et tout particulièrement parmi elles et eux, les femmes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est je vois pas beaucoup de prise de parole politique pour dire l'IA et le numérique, c'est quelque chose de stratégique pour notre pays, comment on s'en empare. Mais je suis peut-être pas très au courant. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse juste à 2 minutes. Alors, plusieurs choses et très rapidement. Vous avez raison dans l'identification des risques. Moi, ce que j'essaye de faire, parce que des gens qui dénoncent les risques, il y en a 13 à la douzaine, sur quelque chose qui est là,
Et puis, une fois qu'on l'a dit, on reste à la dénonciation sans aller plus loin. Si la CAF s'est permis ça, c'est qu'elle est elle-même bourrée de préjugés. Et on est protégé ici parce que, justement, on ne peut pas rentrer des données sensibles, ça c'est le RGPD, enfin c'est les lois informatiques et liberté, et notamment les origines ethniques, la religion, etc., etc. Donc, à nouveau, ne blâmez pas le numérique pour un biais qui est un biais de société. Il faut corriger la société. Et la vraie bonne nouvelle, quand même dans tout ça, c'est qu'on peut donner des ordres à la machine qui a une ampleur de diffusion bien plus importante de ce qu'on peut faire dans notre petit coin. Donc, si on apprend à se servir des outils, on peut beaucoup plus facilement corriger les biais dans la machine que dans la société. Et il faut s'y mettre. Et la raison pour laquelle on n'a pas assez de filles dans ces domaines-là, à nouveau, on ne sera pas obligé de faire des maths, on peut faire d'autres choses qui nous fait arriver dans le monde du numérique, même s'il faut quand même aller dans les maths. Je ne sais pas si vous le savez, mais la France est l'organisatrice du prochain sommet le sommet d'action pour l'intelligence artificielle qui aura lieu en février. La responsabilité de ce summit est donnée à une femme qui s'appelle Anne Bouvreau. Anne Bouvreau a mis en place une stratégie. D'abord, elle fait des petits déjeuners de femmes dans l'IA. Et elle essaye de trouver des femmes pour venir intervenir pour que les jeunes générations puissent se projeter. Et qu'avec mon réseau de femmes européennes, on organise une conférence des femmes dans l'IA dans lesquelles on va diffuser un trombinoscope de différents profils de filles qu'on voit dans l'IA. Parce que pourquoi les filles n'y vont pas? Elles ne se projettent pas dans un monde qui est beaucoup trop masculin aujourd'hui. Donc il y a du travail, il y a une conscience, il y a des femmes dans l'IA, il y a des femmes dans les numériques. Il faut sans doute rentrer dans la machine pour que celle-là soit surreprésentée par rapport aux garçons, pour corriger le biais d'une tendance naturelle où les filles se découragent. L'IA Action Summit, ou simplement. Donc voilà. Donc l'IA, l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence qui est basée sur l'intelligence humaine, et donc c'est entre vos mains pour en faire ce que vous voulez que ça en soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous.